C'était l'un de ces lundis agités pour commencer la semaine, et j'étais fatigué alors que je conduisais mon F350 sur la longue route sinueuse menant à la maison, pour voir une limousine noire dans notre allée circulaire juste devant ma porte d'entrée. C'était inhabituel pour notre maison, et j'ai eu un mauvais pressentiment en garant le camion. Je m'appelle Martin Creed. J'ai 42 ans et je suis marié à Justine depuis les 5 dernières merveilleuses années. On pourrait dire que j'ai épousé au-dessus de mon niveau. Justine Bautista était une danseuse professionnelle, assez célèbre dans les cercles de danse. Elle possédait son propre studio de danse et était connue pour avoir travaillé avec de nombreuses stars dans les vidéoclips musicaux et la chorégraphie de films. C'était calme quand je suis entré dans la maison, alors j'ai appelé pour faire savoir à Justine que j'étais rentré. J'ai entendu une voix douce venant du salon et j'ai vu Justine sur le canapé, regardant une tasse de café avec les mains croisées sur ses genoux. Je savais que cela n'annonçait rien de bon, et je me suis préparé à une onde de choc invisible. « Chérie, est-ce que tout va bien? Pourquoi y a-t-il une limousine dans notre allée ?» Elle ne m'a pas regardé, baissant la tête, elle a dit ces mots que l'on ne lit que dans les livres et que l'on espère ne jamais entendre de la part de son être cher. « Chérie, quelque chose s'est passé. Nous devons parler. Maintenant, avant de vous parler de cette scène, laissez-moi me présenter. Comme je l'ai mentionné, je suis Martin Creed, Marty de Friends. Je suis le président de Coastal Construction, le plus grand constructeur commercial du sud de la Floride. Coastal Construction a été fondé par mon cher vieux-père en 1947, qui est maintenant semi-retraité mais possède toujours 100% de l'entreprise. Je serai l'unique héritier de l'entreprise et de l'héritage, comme indiqué dans son testament et sa procuration. D'ici là, je gère les affaires pendant que papa profite de ses journées de pêche et de golf. Si une telle chose existait, beaucoup m'appelleraient un mâle alpha, un cliché que je n'aime pas. Vous savez, je suis en fait un géant doux. Je mesure 6'10" et suis musclé, grâce à de bons gènes et à plus de 20 ans de dur labeur pour mon père. Mon père m'a appris les affaires de A à Z et m'a enseigné la signification d'une journée de travail acharné. C'était vraiment un travail difficile, et il ne me traitait pas différemment des autres employés. Il était déterminé à me endurcir, et après avoir subi plusieurs commotions cérébrales, plusieurs fractures et de nombreuses autres blessures, j'ai appris la valeur d'une journée de travail acharné. J'ai également appris la valeur de l'honnêteté et de l'intégrité après avoir commis quelques erreurs au début. Les corrections de mon père étaient rapides et douloureuses. Quand j'étais jeune, j'ai maltraité ma jeune sœur et j'ai répondu grossièrement à ma mère. Je me souviens encore de la leçon douloureuse que mon père m'a enseignée pour mon mauvais comportement. Dès mon plus jeune âge, mon père m'a appris à ne jamais humilier les femmes, car elles sont un don de Dieu à la race masculine et la mère de nos enfants. On attendait de moi que je sois poli et respectueux. Grâce aux leçons de ces premières années, j'ai protégé ma sœur et mes amis de manière excessive. Je les chérissais et je traitais les femmes comme des fleurs délicates. J'ai toujours eu confiance en elles et les ai respectées, car je croyais qu'elles étaient là pour nous honorer et élever notre famille. Peut-être démodé, mais c'est ainsi que j'ai été élevé. Je n'ai jamais cherché la bagarre, mais ma taille intimidait beaucoup de gens, ce qui mettait fin à la situation avant que je n'aie à blesser qui que ce soit. Je n'ai jamais été impliqué dans une vraie bagarre, mais j'en ai arrêté tellement que j'ai arrêté de compter. Mon attitude envers les femmes s'est poursuivie à l'âge adulte, où j'ai continué à les traiter comme des trésors précieux et à les choyer comme des folles. Cependant, au lit je n'étais pas doux, mais je montrais des désirs sexuels forts, probablement dus à un excès de testostérone. Les femmes aimaient mon corps anatomiquement correct et appréciaient ma masculinité forte et imposante. Je n'ai jamais eu de plainte concernant ma capacité à faire l'amour, mais il y a eu de nombreuses occasions où mon partenaire m'a dit qu'il aurait aimé que je sois plus aimant et affectueux. J'ai essayé, mais cela semblait toujours insincère, car mon instinct principal était simplement de posséder passionnément mon partenaire. On m'a dit que le sexe avec moi était comme une heure à Space Mountain à Disneyland. Orageux, excitant, effrayant et amusant. Malheureusement, je n'ai jamais appris les doux ébats que certaines filles désirent. J'ai rencontré Justine en travaillant sur la construction de son immeuble. Nous n'étions pas exactement ce que l'on pourrait appeler un couple parfait, car elle mesurait 5 pieds 5 pouces et pesait 115 livres. Elle était fragile, avec de longues jambes, mince et féminine. Elle était toujours habillée dans ses tenues de danse, qui mettaient en valeur sa sexualité et sa féminité. En général, elle était le rêve de tout homme.
Je n'aurais jamais pensé être un partenaire potentiel pour une femme aussi diversifiée, mais c'est arrivé. Nous avions de la chimie dès notre rencontre, et nous avons immédiatement commencé à flirter et à nous entendre mieux que je n'aurais pu l'imaginer. Il m'a fallu beaucoup de temps avant de prendre mon courage à deux mains pour l'inviter, mais après qu'elle m'ait demandé pourquoi j'étais si timide, je l'ai invitée à prendre un café. Peu de temps après, nous avons commencé à sortir ensemble et sommes devenus un couple. Nous étions un super couple, nous nous entendions très bien et nous apprécions nos moments de liberté ensemble. Elle adorait notre montagne russe sexuelle et disait que tous les hommes avec qui elle avait été avant étaient beaucoup moins agressifs. Ils étaient aimants et affectueux, mais elle expliquait que la fille aimait un homme fort et le sexe excitant que nous partagions. Elle était une rockstar sous les draps, et j'ai vécu certains des meilleurs moments sexuels de ma vie avec cette fragile petite fleur. Le grand bâtisseur et la danseuse fragile formaient un couple intéressant lorsque nous nous sommes mariés un an après notre rencontre. Elle adorait être entourée des arts du spectacle, à la fois en tant qu'actrice et danseuse. Elle a été adoptée à la naissance par Carlos et Maria Bautista, un couple cubain à Miami, et a été élevée avec amour dans la culture espagnole. Les pères hispaniques traitaient leurs filles comme des princesses. Les hommes cubains sont connus pour leur machisme et leur force. Cependant, en raison de son amour pour la danse, la plupart des hommes avec qui elle traînait étaient tout sauf machos. La plupart des danseurs et acteurs masculins étaient beaux ou homosexuels. Ces gars étaient tous obsédés par leur apparence et leur estime de soi. Justine a développé une passion pour la danse moderne, la salsa et la rumba, et a remporté de nombreux prix tout au long de ses études. Elle a obtenu un diplôme en danse, et ses parents ont ouvert un studio de danse pour elle à Coral Gables pour qu'elle puisse devenir célèbre. Son studio de danse est rapidement devenu prospère, en grande partie grâce à ses compétences, sa réputation, son amour des arts et ses relations familiales. Le sud de la Floride est connu pour les films, les clips musicaux et les défilés de mode internationaux. Le talent et la beauté de Justine ont attiré de nombreux clients, et ces clients attiraient maintenant certains des talents les plus célèbres du monde. Des personnes comme Taylor Swift, Camila Cabello et Ariana Grande étaient ses élèves. Son studio a reçu une reconnaissance nationale, et Justine a remporté de nombreux prix de danse américains et latino-américains et est devenue la destination de danse à Miami. Pierre Laurent était le danseur masculin le plus en vogue du pays et était connu comme un séducteur. Avec son style de vie coûteux, sa renommée et son physique, il était le rêve de toutes les filles. Avec ses longs cheveux, il était une star nationale. Les tabloïds publiaient toujours des photographies de lui montrant ses longs cheveux jusqu'aux épaules, qui sont devenus sa marque de fabrique. Il était grand, mince et aussi beau, et les femmes trouvaient ses longs cheveux très sexy. Sa réputation auprès des femmes était toujours mentionnée dans les interviews à la télévision ou dans la presse, et il était constamment photographié avec des top models et des actrices célèbres. Il a également été accusé de briser plusieurs mariages à Hollywood. Les tabloïds ont interviewé des femmes avec qui il sortait et qui admiraient toujours son physique et ses cheveux sexy. Lorsque Justine venait de remporter son dernier prix, Pierre se trouvait par hasard à Miami et est passé par son studio pour la rencontrer en personne. Il pensait qu'une personne aussi importante que lui devait se présenter à cette femme sexy qu'il trouvait sensuelle et désirable. Il était obsédé par elle depuis la dernière fois qu'il l'avait vue au gala de remise des prix dans cette sexy robe blanche et il savait qu'elle serait à lui. Après avoir piégé Justine, ils se sont fiancés et sont devenus un couple heureux jusqu'à ce que Justine le surprenne au lit avec l'une des autres danseuses. Les tabloïds ont adoré l'histoire, et Justine est devenue célèbre à cause de son escroquerie. Elle était en colère d'être tombée si profondément amoureuse de ce salaud et bouillonnait de rage qui lui ait brisé le cœur. Justine a rompu les fiançailles et n'a plus parlé avec lui depuis. Au début, Justine était tombée amoureuse de toute la célébrité et des projecteurs qui les entouraient en tant que couple. Quand elle s'est donnée à lui, elle pensait qu'ils seraient ensemble pour toujours. Elle l'aimait profondément, mais après sa trahison, elle était brisée et a souffert de dépression pendant plus d'1 an. Son père était furieux et voulait tuer l'homme qui avait blessé sa petite fille, mais il a été convaincu de se calmer et de lui laisser un peu de temps avant de faire quelque chose qu'il regretterait. C'était 1 an après le départ de Pierre que Justine a rencontré Martin, ou Marty comme elle aimait l'appeler. Il était complètement différent de tous les autres hommes avec qui elle avait été. Martin était grand et fort, rugueux au toucher, mais gentil et poli. Il n'avait pas eu de coupe de cheveux à $200 et n'avait probablement pas rasé depuis des jours.
Il était l'opposé total de tous les gars avec qui elle avait été ou sorti. Elle était frustrée que ses tentatives de flirt pour le faire sortir avec elle échouent, et elle a fini par le confronter avant qu'il ne quitte le nouveau bâtiment qu'ils ajoutaient au studio. Marty, puis-je te parler une minute? Bien sûr, Justine. Comment puis-je t'aider? J'ai demandé autour de moi et je sais que tu es célibataire et que tu ne sors avec personne. Je me demande pourquoi tu ne m'as pas invité après que je t'ai donné tant de signaux. Est-ce que tu ne m'aimes pas ou t'es-je offensé d'une manière ou d'une autre? Choqué au plus profond de lui, il est resté devant elle pendant un long moment, la bouche ouverte, et a finalement parlé. Tu te moques de moi? Tu es la femme la plus sexy que j'ai jamais vue, et je suis sûr que chaque gars qui travaille pour moi tuerait pour te demander une sortie. Alors pourquoi ne m'as-tu pas invité? Eh bien, 2 raisons. D'abord, vous êtes mon client, et ce serait peu professionnel, mais la vraie raison est que vous êtes tellement au-dessus de mon niveau que je n'aurais même pas osé rêver que vous accepteriez une invitation de quelqu'un comme moi. Son rire l'a encore plus choqué et lui a donné envie de retourner en courant vers son camion. Vous êtes un grand fou. Vous êtes quelqu'un qui est au-dessus de mon niveau. Vous me traitez avec tant de délicatesse et de gentillesse, ne cherchez pas à me séduire comme tous les autres gars que je connais, et je vous trouve extrêmement attirant et sexy, pas du tout comme les connards avec qui je parle tous les jours. Je veux que vous m'emmeniez à un rendez-vous, et quoi que nous fassions, je vous promets que j'apprécierai le faire avec vous. Cette journée a conduit à une relation de 2 ans qui s'est terminée par un mariage. Justine était fascinée par Martin et sa façon de vivre. Pas de faux-semblants, de relations factices ou de vantardises. Ce qu'elle voyait était un homme puissant qui aimait et respectait les femmes, aussi tendre que Martin était envers elle, il était tout le contraire au lit. Son activité sexuelle était puissante et sauvage. Une nuit au lit, Martin a commis l'erreur de demander à propos de ses anciens amants, et il s'est levé. Elle lui a dit qu'elle n'avait qu'une seule personne à qui le comparer, et quand elle comparait son rapport avec Martin à celui de Pierre, c'était comme le jour et la nuit. Elle lui a dit que Pierre ne se souciait que de lui-même et ne lui faisait jamais l'amour comme Martin. Au fond, elle était toujours ravie et aimait l'enthousiasme de Martin, mais parfois elle regrettait la tendresse de Pierre. Elle était follement amoureuse de Martin, et ils faisaient l'amour presque toutes les nuits, et après 5 ans de mariage, tout allait bien. Son studio était rentable, et maintenant sa jeune sœur gérait les affaires. Carmela suivait les traces de sa sœur et était la partenaire de confiance de Justine dans le studio. Carmela n'avait pas les talents naturels de Justine, mais elle était tout aussi attirante et extravertie que Justine, seulement 5 ans plus jeune et pleine d'énergie. Martin était maintenant le président de l'entreprise, et son père vieillissait. Il était prêt à reprendre l'entreprise avec la bénédiction de son père. Le père avait maintenant 92 ans et savait qu'il ne vivrait pas beaucoup plus longtemps, il a donc chargé un avocat de préparer des plans pour le changement de propriété inévitable. Les 2 entreprises étaient très prospères, donc les 2 avocats ont recommandé des contrats de mariage pour les 2 parties avant leur mariage. Ni Justine ni Martin ne se souciaient de cela et étaient d'accord avec les recommandations de leurs avocats. Justine était follement amoureuse de Martin alors qu'il continuait à la traiter comme sa reine le jour et sa courtisane la nuit. Ils profitaient tous les 2 de leur vie et, malgré leurs différences physiques, formaient le couple parfait. Justine continuait à porter ses tenues de danse sexy la plupart du temps, et chaque fois que Marty la voyait avec son corps mince et sexy dans ses vêtements, cela le rendait fou de passion. Elle savait ce qu'elle faisait et aimait taquiner et plaire à son grand homme. Il y a quelques années, nous avons partagé toute notre histoire, et nous avions tous 2 des expériences similaires. Mary Jo m'a trompé avec l'un de mes bons amis et m'a brisé le cœur. J'ai expliqué combien je déteste les tricheurs et que toute relation dans laquelle je m'engage sera exclusive. Elle connaissait mon passé et ma jalousie et a promis de ne jamais me donner de raison d'être jaloux. Nous avons tous 2 compris la douleur d'un partenaire infidèle et nous nous sommes promis de ne jamais tricher avant de nous marier. Nous avons écrit nos vœux ensemble et nous avons tous 2 accepté de les vivre de tout cœur. C'était il y a 5 ans et notre mariage était solide, nous avons décidé de commencer à planifier une famille et à passer à la prochaine étape de nos vies. Justine en était au point où le studio avait de bons danseurs pour le maintenir en activité, et je gagnais suffisamment pour que nous n'ayons pas besoin de ses revenus, mais elle était amoureuse de son studio de danse et de son succès. Nous discutions de la manière dont elle pourrait commencer à transférer le contrôle à Margaret, son instructrice principale de danse, quand quelque chose semblait différent. Une nuit,
Justine expliqua qu'elle voulait attendre 6 mois avant de commencer à avoir des enfants pour pouvoir négocier un nouveau contrat avec le studio de cinéma, et elle ne pensait pas que Margaret pourrait gérer les négociations. Elle expliqua que cela prendrait quelques mois pour finaliser le contrat, puis quelques mois de plus pour s'assurer que tout était en place. C'était une excellente opportunité et bien sûr j'ai accepté. Pendant ces mois, elle devait travailler tard et passer quelques nuits par semaine à Hollywood en travaillant avec le studio. Nous n'avions pas beaucoup de temps ensemble pendant cette période et cela a affecté notre vie sexuelle, qui est maintenant réduite à 1 ou 2 fois par semaine. Elle a promis qu'après avoir terminé ce projet, elle bouleverserait ma vie et tout redeviendrait normal. Lorsqu'elle était occupée par un projet, elle devenait plus distante que d'habitude, mais je lui ai laissé de l'espace en sachant que cela se terminerait bientôt. J'ai continué à la traiter comme une reine et à lui donner autant d'espace qu'elle avait besoin. Avec les quelques mois restants, j'ai essayé d'être compréhensif jusqu'à cette nuit où je suis rentré chez moi et j'ai vu une limousine devant notre maison. Quand je suis entré dans la maison, j'ai vu Justine sur le canapé habillée en tenue décontractée, ce qui n'était pas habituel pour elle. Comme je l'ai dit, elle portait en fait ses tenues de danse sexy ou des survêtements à la maison parce qu'elle savait comment cela m'affectait. Elle avait l'air sombre aujourd'hui et je savais que quelque chose n'allait pas. Je me suis assis à côté d'elle sur le canapé et elle a pris mes mains dans les siennes et s'est excusée sans même commencer une conversation. Je me sentais anxieux et faible quand elle a commencé à parler. « Chérie, je suis désolé que ce soit si soudain mais c'était de dernière minute. J'ai reçu un appel ce matin et je ne voulais pas te le dire au téléphone. Tu sais tout le travail que nous avons fait avec les stars de la pop et maintenant Shakira et Selena Gomez reçoivent des prix de performance à Cannes cette semaine. MGM veut que j'y sois pour faire partie de l'événement et annoncer notre nouveau partenariat. Cela fait partie d'une affaire sur laquelle je travaille depuis 6 mois. Tout s'est passé si rapidement et maintenant je dois m'envoler pour quelques jours et enfin obtenir un contrat avec un studio de cinéma. Cela signifiera plus de 5 millions de dollars de contrat pour l'année prochaine et à partir de là, notre studio obtiendra beaucoup plus d'affaires avec d'autres stars. Donc tu me laisses partir seul à Cannes pour être avec toutes ces stars ? Oui, mais ce n'est que pour quelques jours et tu sais que tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Je t'aime et tout cela sera bientôt terminé. J'ai tellement travaillé pour cela et je suis enfin arrivé à la ligne d'arrivée. S'il te plaît, ne sois pas contrarié. Justine, je ne t'ai jamais dit comment gérer ton entreprise et je ne me suis pas plaint de tes jours à Hollywood, mais j'ai un mauvais pressentiment à propos de ce voyage. Je préférerais que tu ne partes pas et que tu restes ici avec moi. Nous n'avons pas besoin de contrat ou d'argent. S'il te plaît, ne pars pas en voyage. Avec un sourire triste, elle a dit, « Marty, je t'aime mais c'est mon objectif depuis des années. S'il te plaît, ne sois pas contrarié et fais-moi confiance. Je vais bien et je serai de retour dans tes bras dans quelques jours seulement. » Sachant qu'elle allait partir et se sentant vaincue, j'ai demandé, « Quel est ton itinéraire? Sur quelle compagnie aérienne es-tu? » J'ai laissé les informations de l'hôtel sur la table mais je voyage en jet privé donc je n'ai pas encore de planning. Jet privé? Waouh! Est-ce de la part d'un studio de cinéma? Elle a réfléchi un instant et a décidé de dire la vérité comme toujours. Non, c'est l'avion de Pierre. Le studio a dit qu'il avait une place libre et comme il participera à la cérémonie de remise des prix, nous devrions voyager ensemble. Je ne savais pas quoi dire alors que ma jalousie commençait à monter avec ma colère. Elle a dû voir la douleur et la peine sur mon visage et a essayé de me prendre dans ses bras mais je me suis juste levé et j'ai quitté la pièce, je suis sorti jusqu'à mon camion et je suis parti sans dire au revoir. Au fond de moi, je ne pensais pas avoir de raison de m'inquiéter mais en me souvenant des derniers mois et de son comportement et maintenant en partant avec Pierre sans avertissement, j'ai été envahi par la jalousie et le soupçon. Justine a quitté la maison en larmes sachant que Martin souffrait. Elle savait qu'il n'y avait pas de moyen facile de lui parler de cette cérémonie de remise de prix et du besoin d'être là avec Pierre. Elle priait simplement pour qu'il la laisse partir, qu'il fasse un contrat et lui fasse confiance. Alors qu'elle roulait dans la limousine, elle pleurait, se sentant coupable de partir de cette manière. Elle réalisa qu'elle n'avait pas expliqué correctement et n'avait pas dit à Martin que partir en France avec Pierre était mal, et espérait qu'il ne le demanderait jamais ou ne le découvrirait jamais. Elle savait que c'était stupide de penser « Zut, ça ne s'est pas bien passé. » Je savais quand ils m'ont appelé à midi et m'ont donné 5 heures pour me préparer que ça allait être une mauvaise journée. Le problème dans ce métier est que vous n'avez pas le contrôle,
surtout lorsque vous essayez de décrocher un contrat avec l'un des plus grands studios d'Hollywood. Je ne m'attendais pas à ce que Martin comprenne, mais je priais pour qu'il soit raisonnable. Le voir partir en colère me donnait envie de rester et d'apaiser sa douleur, mais je devais partir. Trop de gens comptaient sur moi et c'était mon rêve de toute une vie. Il aurait dû comprendre et me faire confiance. Le pire a été pendant le vol. Je n'arrive pas à croire que mon vol était sur le jet privé de Pierre. Je n'avais pas l'intention d'être avec lui. Quand j'ai dit à Martin que c'était l'avion de Pierre, j'ai réalisé que j'avais involontairement enfoncé un couteau dans son pauvre cœur. Alors que nous approchions de l'aéroport privé, j'ai sorti mon téléphone et lui ai envoyé un message après qu'il n'ait pas répondu à mes appels. C'est alors que j'ai réalisé à quel point il était en colère. Il répondait toujours à mes appels. « Marty, je t'aime et je sais que tu me fais confiance. Je n'avais pas le choix de partir en voyage pour conclure ce contrat et j'espère que tu m'aimes assez pour comprendre. S'il te plaît, ne sois pas jaloux et ne pense pas que je ferai jamais quelque chose pour te blesser. Je suis désolé de ne pas t'avoir parlé de l'avion de Pierre, mais il était impliqué dans le studio et les contrats et s'était arrangé sans que je le sache. Tu sais ce que je pense de lui et tu n'as aucune raison de t'inquiéter. S'il te plaît, ne sois pas jaloux ou en colère. Il ne signifie absolument rien pour moi et j'espère que tu le sais. S'il te plaît, réponds à ton téléphone quand je t'appellerai plus tard. C'est tellement difficile pour moi de partir comme ça et j'ai besoin d'entendre que tu m'aimes et que tout va bien entre nous. S'il te plaît, je t'aime mon chéri. Dernière minute. Bon. L'avion de Pierre et elle ne m'a pas dit. Ça sent mauvais. C'est encore Mary Jo mais cette fois je ne resterai pas silencieux. Arrête de m'appeler chéri. Je ne répondrai pas à tes maudits appels quand tu pars comme ça. Oui, peut-être que je suis immature et que je ne devrais pas être jaloux mais après la façon dont elle s'est comportée depuis le début de ce projet et le fait qu'elle ne m'a pas parlé de Pierre, ça ne semble tout simplement pas correct et j'ai appris à faire confiance à mes instincts et maintenant ils me disent qu'il y a lieu de s'inquiéter. Je me suis arrêté dans un club étrange et j'ai lu son texto pendant mon deuxième verre au bar. Ma colère s'était un peu dissipée à ce moment-là et j'ai essayé de croire que c'était juste quelque chose de soudain. Ses appels ont continué mais je n'ai pas répondu. Puis j'ai reçu son texto. Après l'avoir lu, j'ai essayé de comprendre et j'ai réalisé que je n'avais pas d'autre choix que de lui faire confiance et d'attendre son retour. Je n'étais pas content mais je ne pouvais pas contrôler la situation. Même après avoir lu son texto sincère, j'ai quand même agi comme un enfant et je n'ai pas répondu à ses appels ou textos. Comme je n'avais jamais manqué ses appels ou textos auparavant, elle devait savoir que j'étais en colère. Plus tard cette nuit-là, quand je suis rentré chez moi, sa sœur Carmela a appelé et a essayé de me calmer. « Salut Carmela, qu'est-ce qui se passe ?» Ai-je répondu. « Salut grand frère. Justine dit qu'elle a fait une erreur et se sent terriblement mal. Je veux que tu saches qu'elle a pleuré et s'est sentie coupable en partant aujourd'hui mais crois-moi, aucun de nous ne le savait avant cet après-midi. Si nous voulions ce contrat, elle devait partir. Elle n'avait pas le choix. Rien n'était prévu à l'avance et elle ne savait pas qu'elle volerait avec Pierre jusqu'à cet appel. Marty, elle t'aime et rien ne se passe. Tu vas bien? Tu as besoin que je vienne? Merci d'avoir appelé chérie, je vais bien. Je suis juste contrarié par la façon dont elle a agi ces 6 derniers mois et il semble un peu trop aléatoire qu'elle soit partie ainsi pour voler avec Pierre en France sans prévenir. Je me sens comme un idiot d'avoir laissé cela se produire et je ne sais pas ce que je vais faire. Que veux-tu dire? Que vas-tu faire? Je ne sais pas. Pour une raison quelconque, je crois que j'ai été piégé et si tu me connais un peu, tu sais que je ne suis pas le genre de personne qui supporterait ça. Je ne lui parlerai pas tant qu'elle ne sera pas revenue et ensuite je déciderai de ce qu'il faut faire ensuite. Marty, arrête. Rien ne se passe. C'est juste une affaire commerciale et tout rentrera dans l'ordre la semaine prochaine. Juste une affaire commerciale? Un voyage de dernière minute en France avec son ex-fiancé dans son jet privé pour quelques nuits dans le même hôtel? Oui, bien sûr, rien ne se passe. Marty, où es-tu? Tu dînes avec moi ce soir. Carmela était une copie exacte de sa sœur, juste quelques centimètres plus grande. Elle n'avait pas les mêmes talents artistiques que Justine, mais elle était très intelligente, avait une maîtrise en finance et était expert comptable. Elle gérait les affaires et les finances de Justine et aidait à gérer les opérations quotidiennes quand Justine était absente. Elle était plusieurs années plus jeune que sa sœur.
Carmela était tout aussi séduisante et attirante et nous sommes rapidement devenus proches quand je suis devenu son beau-frère. Il n'y a jamais eu de relation sexuelle entre nous car j'étais entièrement dévoué à Justine et n'avais Dieu que pour elle. Mais si j'étais honnête, quand je l'ai vue entrer dans le restaurant dans cette robe moulante et avec ses longues jambes, c'était la première fois que je la voyais sous un nouveau jour. J'ai rapidement chassé cette pensée et avons passé une agréable soirée. Quand nous avons fini, Carmela m'a convaincu que j'étais émotif et m'a dit de me détendre et de faire confiance à Justine. Elle a dit qu'elle aurait su si quelque chose se passait, mais la seule chose qui était plus importante pour Justine que son entreprise, c'était moi. Son mari. Carmela m'a dit combien sa sœur m'aimait et qu'elle ne l'avait jamais vue aussi heureuse. J'ai écouté et me suis senti beaucoup mieux, mais au fond de moi mes instincts étaient toujours méfiants. Au moins, les boissons, le dîner et la compagnie ont apaisé mes nerfs et j'ai pu bien dormir après avoir éteint mon téléphone portable. En raison de la façon dont elle est partie, je n'avais toujours pas l'intention de lui parler jusqu'à ce qu'elle revienne et j'ai continué à ignorer ses appels et ses messages textes. Céline, mon assistante depuis 5 ans, était proche de moi et faisait partie intégrante de ma vie quotidienne. Elle était de Montréal et parlait couramment le français, ce qui m'a donné une idée de ce que je pourrais faire. Le lendemain matin, dès son arrivée, je lui ai raconté toute l'histoire et lui ai dit que peut-être j'étais en train d'être un idiot, mais j'avais un mauvais pressentiment concernant leur voyage. Je lui ai demandé de trouver la meilleure agence de détective à Cannes et d'organiser immédiatement une surveillance. Ils auraient demandé plus d'argent pour un travail urgent, mais j'étais plus qu'heureux de payer. J'ai clairement indiqué que je voulais que cela soit une priorité et j'étais prêt à payer un supplément pour une surveillance immédiate. Bien sûr, il connaissait déjà Pierre pour sa renommée et ses aventures passées. Cela combiné avec des photos de ma femme et de l'hôtel où ils séjournaient a facilité leur tâche. Ils ont reçu pour instruction de me transmettre immédiatement toutes les photos qui pourraient m'intéresser et je voulais une surveillance 24 heures sur 24 ainsi qu'un rapport complet de leur activité quotidienne. Avant même que je me réveille le lendemain matin, il y avait 12 photos sur mon téléphone et à ma grande déception, je savais que mes craintes étaient justifiées. Les photos les montraient ensemble, son bras autour d'elle et plusieurs d'entre eux se serrant des récompenses et des étoiles. La dernière image le montrait lui tenant la main alors qu'ils entraient à l'hôtel. J'ai peut-être agi par jalousie et de manière immature, mais ma jalousie était désormais sous contrôle et j'ai agi immédiatement. J'ai demandé à Céline de réserver le prochain vol pour Cannes, en revenant le lendemain. Je n'avais pas besoin d'un hôtel car je n'allais être là que moins de 24 heures. J'allais mettre fin à cela d'une manière ou d'une autre. Je n'avais pas encore de plan, mais je devais trouver quelque chose pendant le vol à travers l'océan Atlantique. Elle a trouvé un vol direct qui partait le soir même et arrivait à 5h45 du matin le lendemain. Je lui ai demandé de réserver en classe affaires pour que je puisse me reposer une fois arrivé, car j'avais besoin d'être prêt quand je les rencontrerais. L'agence de détective m'a envoyé leur numéro de chambre, qui s'est avéré être une suite de 2 pièces. J'ai prié pour que ce qu'elle m'avait dit soit vrai et qu'ils ne soient pas ensemble. Si elle s'était contentée de l'embrasser et de partager une petite intimité, alors peut-être pourrais-je pardonner cela et arrêter tout le reste qui pourrait arriver. Je l'aimais et je devais essayer de sauver notre mariage. En voyageant en classe affaires et sans bagages, j'ai rapidement passé la douane. Comme aujourd'hui était notre anniversaire, j'ai demandé au taxi de s'arrêter à U-Express où j'ai acheté une douzaine de roses et 5 roses individuelles, une rose pour chaque année, c'était notre tradition, un masque facial Covid et de grands ciseaux. Nous sommes partis et sommes arrivés à l'hôtel vers 8h20. À Cannes, pendant les récompenses, les gens font la fête jusqu'au petit matin, donc je savais que le couple serait toujours dans leur chambre, soit en train de dormir, soit en train de se réveiller. À ce stade, tout se déroulait selon le plan et mes intentions commençaient à prendre forme. Avant de sortir du taxi, j'ai mis mon masque, j'ai tiré ma capuche sur ma tête, j'ai pris les fleurs avec les ciseaux dans ma poche et je me suis dirigé vers l'entrée principale de l'hôtel. Mon plan était simple, pas sophistiqué, mais il allait satisfaire ma colère. Mon plan était de traverser le hall en me faisant passer pour un livreur de fleurs et de monter au 9e étage, à la suite 945. Ensuite, j'allais frapper à la porte avec les fleurs. Je savais qu'il ouvrirait la porte car il n'avait aucune raison de soupçonner que je pourrais leur rendre visite. S'il était ensemble, j'allais frapper Pierre et lui couper ses célèbres cheveux longs. Si elle n'était pas là, j'aurais frappé à sa porte et l'aurais surprise avec mon cadeau d'anniversaire et me serais réjoui de sa fidélité.
Simple et stupide, mais s'il avait couché avec ma femme, je savais que mon plan lui porterait un grand coup ainsi qu'à son image. Cependant, mes plans ont changé en un instant. Alors que je marchais vers l'entrée principale de l'hôtel, mon téléphone a émis un bip indiquant un nouveau message texte. Pierre s'était levé tôt tandis que Justine dormait encore dans son lit. Il prévoyait de descendre pour une promenade et ensuite de ramener le café dans sa chambre. Il s'habilla silencieusement, voyant sa belle Justine sur le lit avec sa main gauche sur sa hanche. Voyant sa bague de mariage à côté de son sexe nu, il agit sur un stupide élan et fit quelque chose qu'il regretterait pour le reste de sa vie. Pierre vit le téléphone de Justine sur la table de nuit et, en utilisant la reconnaissance faciale pour le déverrouiller, prit une photo de Justine avec sa bague de mariage bien en vue. Sachant que son mari Martin était dans un autre pays et inaccessible, Pierre eut un désir irrésistible de faire savoir à son mari jaloux que sa femme idéale était désormais sa femme. Au cours du dernier mois, peu importe à quel point il a essayé de la séduire, elle lui a parlé de son amour pour Martin et de leur merveilleux mariage. Justine a clairement indiqué qu'elle ne serait jamais avec un autre homme, surtout pas après ce qu'il lui avait fait la dernière fois. Elle a dit à Pierre d'arrêter d'essayer de la séduire et que leur relation était strictement professionnelle. Son ego a pris le dessus et c'est à ce moment-là qu'il a commis une erreur fatale. Après avoir pris une photo d'elle, il a ouvert l'application de messagerie, a trouvé le nom de Martin et a tapé un message. « Et grand gars, ta femme s'amuse bien. Dommage que tu ne nous vois pas en action. Je pense que je vais la laisser ici avec moi un moment. » Il a ensuite attaché une photo et a cliqué sur Envoyer. Martin s'apprêtait à appuyer sur le bouton d'appel de l'ascenseur lorsque le message est arrivé. Voyant que c'était de Justine, il s'est arrêté et a ouvert le message pour voir la femme qu'il aimait nue sur le lit. Puis il a lu le message et son monde s'est effondré. Figé avec des roses dans les mains et regardant la photo et le message, une nouvelle haine est montée dans sa tête. Ayant repris ses esprits, il s'approcha de l'ascenseur et appuya fermement sur le bouton d'appel pour affronter ce prédateur et causer la destruction. Ses plans avaient maintenant changé et il allait tuer le salaud. Mis à part ce message, tout lui était favorable et les événements suivants se déroulèrent parfaitement. C'était comme si toutes les planètes étaient alignées et que tout se passait aussi bien que possible. Lorsqu'il entra dans l'hôtel, le hall était vide et silencieux. Puis, après avoir appuyé sur le bouton de l'ascenseur, la porte s'ouvrit et, à la surprise de Martin, Pierre sortit de l'ascenseur, le même homme qui venait de se moquer de lui, prenant sa femme et ruinant son mariage heureux. Le temps semblait ralentir et pendant plusieurs longues secondes, Martin revécut la douleur de l'infidélité de Mary Jo toutes ces années auparavant et la vue de sa femme nue, une photo de laquelle cet homme lui avait envoyé malicieusement sur son téléphone il y a moins de 2 minutes. Un nuage sombre de douleur et de colère enveloppa maintenant Martin alors que la scène se déroulait. Martin reconnut instantanément l'homme aux cheveux longs et ne lui permit pas de sortir de l'ascenseur. Il se tint devant lui et le repoussa à l'intérieur. Pierre, étant plus petit d'une tête, n'eut d'autre choix que de reculer dans l'ascenseur et commença à protester. D'une voix ferme, il dit à l'homme cagoulé tenant les fleurs de se pousser mais avant même que les portes bruyantes ne se ferment, Martin passa à l'action. Pierre, encore étourdi par une nuit de fête, ne reconnut pas l'homme masqué et cagoulé avec les fleurs et continua à lui crier dessus pour ne pas le laisser sortir de l'ascenseur. Fonctionnant à un niveau élevé d'adrénaline, Martin attrapa instantanément Pierre par ses cheveux longs et lui enfonça le visage dans le mur d'acier de l'ascenseur, le rendant inconscient. Le vieil ascenseur se déplaça lentement et heureusement pour Martin, l'ascenseur ne s'arrêta pas pendant son trajet vengeur jusqu'au 9e étage. Il plaça les roses sur Pierre et sortit de l'ascenseur lorsque les portes s'ouvrirent au 9e étage. Tout cela s'est passé en moins d'1 minute. La réalité lui est revenue en force et il a réalisé ce qu'il venait de faire. Il est sorti de l'ascenseur, a vu le panneau de sortie pour les escaliers au bout du couloir et est rapidement descendu dans le hall. Pendant tout cela, Justine s'est réveillée, confuse de se retrouver nue et seule, se demandant pourquoi elle était dans le lit de Pierre. Puis elle s'est souvenue de sa tentative de la convaincre de passer la soirée avec lui, mais elle ne comprenait pas pourquoi. Elle ne lui aurait jamais permis de la toucher ainsi et le lui avait dit plusieurs fois. Elle se souvenait de tout être flou et essayait de se rappeler ce qui s'était passé, mais ne se rappelait que du sexe. Cela l'a plongée dans une autre crise de panique. Avait-elle fait cela la nuit dernière? Rien n'avait de sens.
Puis elle s'est souvenue du verre de champagne qu'il lui avait donné en essayant de la convaincre de tout cela. Ils avaient célébré le contrat en trinquant à leur succès. Avait-il vraiment mis quelque chose dans son verre? Elle n'aurait jamais fait cela. Elle aimait son mari et ne ferait jamais rien pour le blesser ou ruiner leur mariage, et elle savait ce qu'il pensait de l'infidélité. Réalisant ce qui s'était passé et submergée par la culpabilité, elle a ressenti le besoin de contacter Martin. Sa culpabilité a pris le dessus sur tous les autres sentiments et elle devait lui parler. En ouvrant son téléphone et en voyant un message texte ouvert, son cœur s'est arrêté. Elle a vu la photo et lu le message envoyé à Martin, l'homme qu'elle aimait et avec qui elle voulait fonder une famille. Après avoir vu les photos et lu les mots, elle a crié. La colère a circulé dans son sang et elle voulait punir Pierre pour avoir ruiné son mariage. Elle savait que Martin était trop viril pour la reprendre après cela et elle est immédiatement passée en mode crise. Réalisant ce qu'il avait fait, elle s'est mise en colère contre Pierre et a su qu'elle devait sauver son mariage. Elle allait porter plainte contre Pierre pour prouver à Martin que ce n'était pas sa volonté. En raison de sa renommée, il aurait probablement pu s'en sortir, mais elle devait faire quelque chose. Elle ne prit pas de douche et enfila juste des vêtements, voulant sortir de la chambre avant le retour de Pierre. Elle appuya sur le bouton de l'ascenseur pour se rendre au commissariat et déposer une plainte. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, la première chose qu'elle vit furent des roses, puis Pierre inconscient par terre. Alors qu'elle essayait de comprendre ce qui se passait devant elle, elle compta les roses et réalisa qu'il y en avait 17. Exactement le même nombre que Martin lui aurait donné pour leur anniversaire, qu'elle réalisa soudain être ce jour-là. Prise de panique, elle se demanda si Martin était là et avait fait cela à Pierre. Lorsque les portes atteignirent le hall, elle sortit en courant de l'ascenseur en criant, appelant une ambulance. Quelque chose était arrivé à cette personne dans l'ascenseur et elle sortit par l'entrée principale. En arrivant dans la rue, elle vit un grand homme monter dans un taxi et fut sûre que c'était Martin. Toujours sous le choc, elle courut dans la rue en criant pour que le taxi s'arrête. C'est là que la tragédie frappa, comme si les dieux étaient contre elle ce jour-là. Alors qu'elle courait vers le taxi, une jeune fille roulant trop vite sur son scooter électrique percuta Justine de plein fouet avant qu'elle ne puisse freiner. Malheureusement, le choc fit tournoyer Justine et la fit finalement maladroitement coincer contre la borne d'incendie, lui causant une blessure à la jambe. Le coup fut violent, déchirant les tendons et luxant son genou droit. Elle perdit connaissance de douleur et se réveilla 1 heure plus tard à l'hôpital, où elle raconta au médecin ce qui lui était arrivé et exigea que la police soit appelée. Bien sûr, les paparazzis se tenaient devant l'hôtel en s'attendant à ce qu'un événement comme celui-ci se produise et prirent rapidement des photos de Justine sortant de l'hôtel, de l'accident, et des photos de Pierre quittant l'hôtel. Les médias parleront de l'affaire de Pierre avec Justine et de l'attaque du mari trompé. Le studio adorera la presse, mais le mari trahi et la famille seront dévastés par l'article diffusé à la télévision dans le monde entier. C'est devenu l'histoire de la semaine. À l'hôpital, la police a pris sa déposition et quand elle a fini, la police lui a demandé si elle savait que Pierre, l'homme qu'elle accusait de viol, était dans une chambre d'hôpital plusieurs étages en dessous en train de se remettre d'une commotion cérébrale. Quand elle a entendu parler de Pierre, elle a simplement regardé le policier avec un visage choqué et lui a demandé ce qui s'était passé. Elle savait que la seule personne qui pouvait être aussi mauvaise et faire une telle chose était Martin, mais il était aux États-Unis, n'est-ce pas? Où était-ce lui montant dans un taxi? Sa tête tournait et des larmes coulaient de ses yeux de douleur et de peur de perdre son mari. Madame Creed, savez-vous quelque chose à propos de cette attaque? Savez-vous qui aurait pu faire ça? Il n'y avait aucun moyen qu'elle puisse mentionner Martin et elle a simplement secoué la tête en signe de dénégation. L'officier l'a alors regardée avec mépris et lui a posé une question qui l'a fait retomber sur le lit. Madame Creed, les informations que nous avons sur vous disent que vous êtes mariée. Votre mari est-il au courant de votre relation avec Pierre? Il n'y a aucun lien. Madame Creed, nous avons tous vu les journaux. Vous êtes citée comme ayant dit que Pierre était votre amant. Le niez-vous? Mon Dieu, je n'ai jamais dit ça et je n'ai jamais parlé aux journaux. Mon Dieu, il n'est pas mon amant. C'est terrible. Comment peuvent-ils mentir comme ça? Mon mari ne me croira jamais maintenant. Elle sanglotait et sanglotait alors qu'il la regardait s'effondrer. D'accord. Nous enregistrerons votre déclaration et laisserons l'infirmière vous examiner quand nous partirons,
mais des photos de vous et de Pierre étaient partout dans les journaux et ils rapportaient votre relation renouvelée avec lui. Donc oui, nous acceptons votre déclaration. Nous vérifierons votre sang pour des substances illégales, mais vous devez comprendre notre position et notre situation. Vous n'êtes pas avec votre mari et vous restez avec une autre personne dans la même chambre. Comment pouvons-nous contacter votre mari? Nous aimerions lui parler. Il est en Amérique et cela n'a rien à voir avec tout cela et je ne veux pas qu'il le découvre. Donc je ne vous donnerai pas ces informations tout de suite. Je veux attendre les résultats des tests. Peut-être alors vous me croirez et porterez des accusations contre ce salaud qui a essayé de ruiner ma vie. Ensuite, le médecin est entré et, voyant à quel point Justine était bouleversée à ce moment-là, a demandé au policier de quitter la pièce. Le médecin lui prit la main et essaya de la calmer. « Madame Creed, vous avez une grave blessure au genou et aurez besoin d'une opération. Nous pouvons programmer l'opération ici si vous préférez ou nous pouvons stabiliser votre jambe pour que vous puissiez rentrer aux États-Unis si vous préférez, mais vous devrez vous occuper de cela avant que d'autres dommages ne soient causés. » Tout comme elle était en colère contre sa blessure, elle était dévastée que Martin ait vu la photo et les mots que Pierre avait écrits. Elle se demandait si Martin avait vu l'un de ses rapports dans les journaux à propos d'elle et de Pierre. Elle était sûre qu'il ne comprendrait jamais. Lorsqu'elle a essayé d'appeler Martin, il n'a toujours pas répondu à ses appels. Elle a commencé à paniquer et à réaliser qu'elle était maintenant seule. Elle a appelé son père et lui a demandé de l'aide. Elle lui a expliqué ce qui s'était passé et que Martin ne répondait pas à ses appels et à la photo que Pierre avait envoyée. Son père était furieux et a exprimé son indignation à sa fille au téléphone. « Comment as-tu pu faire ça à Martin et pourquoi envisagerais-tu même de parler à cet idiot de Pierre après ce qu'il t'a fait? Chérie, je ne sais même pas à quel point je suis en colère ou à quel point tu m'as déçu, mais je vais te renvoyer à la maison dès que possible et prendre rendez-vous avec le chirurgien dès ton retour. Je parlerai à ton médecin et réglerai tout. J'appellerai Martin pour voir ce qu'il en pense, mais autant que je le connaisse, tu pourrais avoir perdu cet homme. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Papa, c'était ma chance de faire carrière, juste un voyage de 3 jours pour me montrer et signer des contrats. Je n'avais aucune intention de me retrouver avec ce salaud à nouveau, mais le studio a tout arrangé sans que je le sache. J'ai découvert cela à la dernière minute et je n'aurais jamais pris ce vol si j'avais eu le choix. J'aurais dû savoir que ce salaud allait à nouveau ruiner ma vie. Je n'aurais jamais dû y aller. Papa, tu dois me croire. Je n'ai rien fait volontairement. Ce salaud m'a drogué et je dois parler à Martin. Il a vu cette photo et je sais qu'il ne comprendra jamais. Je vais l'appeler, bébé, essaie de te détendre. Ce qu'il a fait n'était pas de ta faute et j'essaierai d'expliquer à Martin. Tu n'as pas à parler à Martin tant que je n'essaie pas d'expliquer ce qui s'est passé. Nous te mettrons dans un vol pour New York demain matin et le lendemain tu auras une opération à NYQ. Tu seras sédaté et incapable de parler à Martin pour le moment. J'ai juste besoin que tu te détendes et que je m'occupe de toi. 2 étages en dessous de Justine, Pierre réalisa ce qui s'était passé et voulait trouver l'agresseur. Il était bouleversé et en colère contre son agression et exigeait que la police trouve son agresseur. Tout ce qu'il pouvait leur dire, c'est qu'il avait vu un grand homme lui attraper les cheveux et puis plus rien que l'obscurité. Malgré tous les ennuis que Pierre avait causés à la police au fil des ans, il n'avait aucune sympathie pour lui. L'opération de Justine s'est bien passée mais les dégâts étaient graves et elle avait une longue période de convalescence devant elle. Après de nombreux mois de rééducation et beaucoup de douleur, elle a pu marcher sans béquille ni canne, bien que légèrement boiteuse. Les médecins ont dit qu'une guérison complète était possible mais nécessiterait encore 1 an d'exercice et de rééducation physique. Carlos, son père, a bien parlé à Martin mais n'a pas réussi à le convaincre. Quand Martin lui a montré la photo et le texte, son père a compris les sentiments de Martin. « Carlos, je te respecte et ton amour pour ta fille mais regarde, elle le voulait et elle m'a maltraité pendant les 6 derniers mois. Non, c'était prévu et elle est quand même partie en voyage, même quand je lui ai demandé de ne pas y aller. C'était son souhait et je ne peux m'empêcher de penser à ce qui s'est passé dans cette pièce entre eux. Peut-être qu'elle était sous l'influence de substances illégales, je comprends cela, mais si elle n'y était pas allée, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne peux tout simplement pas être avec elle en ce moment et j'ai déjà entamé le processus de séparation. Si nous ne pouvons pas arranger les choses, nous divorcerons dans 1 an. Je l'aime toujours mais je ne peux pas lui faire confiance et je ne peux pas me débarrasser de l'image d'elle sur son lit dans ma tête. Marty,
Tu n'as jamais avoué avoir attaqué Pierre. Je sais que c'était toi, même si tu ne l'admets pas, et je ne le dirai jamais à personne. Est-ce que cela te donne satisfaction? Martin, s'il te plaît, essaie de trouver un moyen de lui pardonner. Je te dis, elle n'a jamais voulu que cela arrive. Martin n'a pas pu surmonter ce qui s'est passé et a demandé le divorce. Avant même que Justine ne puisse revenir à Miami, Martin avait déjà déménagé de chez eux pour un appartement avec vue sur la baie de Biscayne. Il a pris ce qu'il voulait avec lui et a laissé la maison et les meubles de Justine, ainsi que les papiers de séparation, à son retour de l'hôpital. Il n'avait aucune intention de parler à Justine. Ce qu'il avait vu et savait était plus que suffisant pour justifier ses actions. Le jour où il a déménagé, il a laissé une lettre, des photos d'elle et de Pierre ensemble, ainsi que sa bague de mariage et les coordonnées de son avocat. Il lui a laissé une lettre. Nous avons tous les deux besoin de temps pour guérir. Je comprends ce qui s'est passé et je suis désolé pour ta douleur et ta situation, mais tu as fait tes propres choix qui ont conduit à ces événements et maintenant tu devras vivre avec les conséquences de tes décisions. Nous savons tous les deux que tu n'aurais jamais dû te retrouver seul avec lui dans sa chambre d'hôtel. Il n'y avait aucune raison de célébrer ton succès avec lui seul dans sa chambre. Je t'avais dit que j'avais un mauvais pressentiment à propos du voyage et je t'avais dit de rester à la maison, mais tu es parti en voyage contre ma volonté et sans penser aux conséquences. L'accord de séparation que je t'ai laissé nous donne 1 an pour guérir et décider de notre avenir. Si vous voulez finaliser cela plus tôt, faites-le savoir à mon avocat et je demanderai à mon avocat d'accélérer le processus de divorce. Je t'aime vraiment, ce qui rend la situation encore plus douloureuse puisque je n'aurais jamais pensé te voir avec un autre homme. Oui, je sais que tu as été trompée, mais cette photo te montre si heureuse dans son lit. Je n'arrive juste pas à l'oublier. Je devrais supprimer cette photo, mais chaque fois que je pense à t'appeler ou à essayer de régler les choses, je me force à te regarder dans son lit et alors toute la douleur revient et c'est pourquoi nous sommes séparés. Je ne suis pas prêt à te parler, donc si tu as besoin de quelque chose, contacte mon avocat. Sa carte de visite est attachée au document et tu seras financièrement sécurisé pendant notre séparation. Je ferai de mon mieux pour pardonner, oublier et surmonter toute cette maudite douleur. Martin. Tout ce qu'il a dit était vrai et maintenant je l'ai perdu. Il a raison. Je n'aurais jamais dû me retrouver seul dans une chambre d'hôtel avec Pierre. Mon ego m'a fait croire que j'étais intelligente et maîtresse de la situation, mais maintenant je sais à quel point j'étais stupide et crédule. Il sait que je ne le tromperai jamais, mais cette photo de moi dans son lit a dû vraiment lui faire mal. Je n'arrive pas à imaginer ce que cela a dû être pour lui de me voir ainsi, et je ne pardonnerai jamais à Pierre pour cela. Le pire, c'est qu'il n'a jamais été arrêté et est toujours en liberté. Au moins, il a ressenti de la douleur de l'attaque de Marty. Je devrais remercier Martin pour cela s'il me reparle un jour. Je vais laisser le temps faire son œuvre, mais je n'abandonne pas. Je sais qu'il m'aime, et si je parviens à lui parler, je sais qu'il me reprendra. Je pensais qu'un contrat avec Hollywood serait le sommet de mon succès, mais cela s'est avéré complètement différent. Si j'étais simplement resté à la maison et avais abandonné ce rêve, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne serais pas blessé. Pierre serait un lointain souvenir, et je serais de retour au lit avec mon mari. Maintenant, tout ce que j'ai, c'est de la douleur, de la solitude et des regrets. Je veux que ma douleur disparaisse et que mes larmes cessent de couler, mais chaque matin elles reviennent. Je veux retrouver mon mari et ma vie, et je ne renoncerai pas. Je continuerai d'essayer de le contacter jusqu'à ce qu'il décroche enfin le téléphone et me parle. La police française était en colère et humiliée par toute la presse et par la fuite de l'attaquant. Bien sûr, les caméras de sécurité de l'hôtel ont capturé le grand homme entrant dans l'hôtel, mais la capuche et le masque Covid que portait l'attaquant le rendaient méconnaissable. En fin de compte, il n'y avait pas de preuve directe reliant Martin à l'attaque, mais le relevé de ses voyages aériens ainsi que le motif lié à l'infidélité de sa femme constituaient des preuves circonstancielles solides qu'ils estimaient suffisantes pour condamner Martin Creed. Leur problème était que Martin était de retour aux États-Unis, et ils devaient l'extrader en France pour faire face aux accusations, mais Carlos, le père de Justine, ne permettrait pas que cela se produise et utilisait ses relations et son argent pour obtenir des avocats qu'ils arrêtent l'extradition. Carlos détestait Pierre autant que Martin et voulait que Martin reste en sécurité et peut-être fasse la paix avec sa fille. Le seul inconvénient pour Martin était qu'il n'était pas autorisé à visiter la France au cours des 7 prochaines années sans risquer d'être arrêté.
Martin était plus que satisfait de cette condition car il n'avait aucun désir de revisiter ce pays. Il était reconnaissant d'avoir survécu à la situation et remercia chaleureusement Carlos, promettant de garder espoir pour leur réconciliation. 3 mois plus tard, lorsque l'histoire a été révélée, les fans de Pierre ont eu de la sympathie, mais ses manières trompeuses ont été révélées ainsi que les détails de tous les mariages qu'il avait ruinés. En conséquence, il est devenu un paria. Justine est devenue une Jézabel, et Martin est devenu une victime. Justine vivait désormais seule dans sa grande maison. Elle a perdu son contrat avec les studios MGM en raison de toute la presse négative. La blessure de l'accident limitait sa danse et affectait son enseignement. De plus, son entreprise a souffert de la publicité entourant son infidélité envers son mari. Elle est devenue juste l'ombre de ce qu'elle était autrefois. Déprimée et seule, elle a désespérément essayé de convaincre Martin de rentrer à la maison et de mettre fin à l'accord de séparation. Elle a perdu le compte du nombre d'équipes qu'elle a appelées et s'est excusée sur son répondeur, ainsi que des centaines de messages textes implorant son pardon. Son père a même eu plusieurs conversations avec Martin, mais au fond de lui, il comprenait sa décision de passer un peu de temps séparément. Il respectait Martin et espérait simplement une réconciliation. Au cours de l'année suivante, Martin a repris l'entreprise de son père et a passé 12 à 14 heures par jour à travailler et à faire croître l'entreprise que son père avait lancée. Le père est maintenant à la retraite et, à 93 ans, il profitait du temps passé avec sa femme de 89 ans, Millie. Après avoir été seul toute l'année, Martin a finalement accepté que Justine était une victime et il voulait trouver un moyen de la ramener dans sa vie. Il regrettait son rire, son sourire, ses gestes et ses baisers tendres. Il l'aimait toujours profondément et voulait qu'elle revienne dans sa vie. Oui, elle était partie en voyage contre son gré et cela le rendait toujours en colère car si elle l'avait écouté, ils seraient toujours ensemble. Mais au fond de lui, il savait qu'elle ne changerait jamais pour lui. Il voulait la revoir et elle a accepté avec joie de se retrouver pour dîner le vendredi suivant au jardin de Mario, leur restaurant préféré. Étrangement, cela coïncidait avec la nuit de leur anniversaire. Dans un mois, ils devaient se séparer pour 1 an et le divorce serait finalisé. Martin avait besoin de cette rencontre pour voir s'il y avait une chance de réconciliation et un avenir ensemble. Martin est arrivé tôt avec 18 roses, a rencontré le propriétaire, Mario Carducci, et lui a expliqué sa situation. Il a dit à Mario que cette soirée pourrait être le début de leur vie ensemble à nouveau. Il a expliqué que c'était leur anniversaire et si tout se passait bien, il aimerait que Mario livre les roses de Justine après lui avoir donné un signe après le dîner. Mario, étant le romantique qu'il est, était tout à fait disposé à aider son vieil ami et client régulier. À 20 heures, il a vu Justine entrer dans le restaurant. Son cœur battait fort dans sa poitrine lorsqu'il vit la femme qu'il aimait toujours pour la première fois en 1 an et réalisa à quel point elle lui manquait. Il remarqua sa légère boiterie due à l'accident mais plongea rapidement son regard dans le sien et enlaça son petit corps dans une étreinte forte et écrasante qui dura plus d'1 minute. Justine le regarda avec des larmes aux yeux alors qu'ils se dirigeaient vers leur table. Autour de 2 bouteilles de vin, ils exprimèrent tous deux leurs regrets sur ce qui s'était passé et à la fin du dîner, ils réalisèrent qu'ils étaient destinés à être ensemble. Le dîner était censé être la dernière réunion pour discuter de leur avenir, mais aucun d'eux ne savait comment cela se terminerait, mais ils espéraient le meilleur. Le meilleur scénario était d'oublier l'année passée et de recommencer. Justine regarda Martin d'un air étrange alors qu'il saluait Mario qui avait tourné autour de leur table toute la nuit. Un instant plus tard, Mario s'approcha avec des roses qu'il remit à Justine. « Joyeux anniversaire Justine, tu m'as tellement manqué et je veux que tu reviennes dans ma vie. » Justine se mit à pleurer alors que les tables voisines regardaient. La tête entre les mains et sanglotant, Martin s'approcha et la souleva de sa chaise pour l'embrasser profondément, tandis que d'autres convives du restaurant applaudissaient et que plusieurs femmes laissaient échapper des gémissements discrets. C'était une scène d'amour romantique que beaucoup d'entre eux n'oublieront jamais. Après que Justine eut repris ses esprits et libéré Martin de son étreinte serrée, ils se dirigèrent vers le bar pour boire un verre après le dîner. Ils s'embrassèrent et se câlinèrent au bar pendant plus d'1 heure et elle accepta de retourner chez lui cette nuit-là pour recommencer. C'était le moment le plus heureux pour eux deux depuis ce terrible voyage en France, mais maintenant ils savaient qu'ils pouvaient affronter la tempête et rester ensemble pour toujours. La dépression de Justine disparut et Martin sourit pour la première fois en 1 an. Tout ce qu'il voulait,
c'était tenir Justine dans ses bras et aimer la femme qu'il adorait tant et qui lui manquait tant. Alors qu'il quittait le restaurant en se tenant la main, un homme en imperméable s'approcha d'eux et les bouscula presque délibérément. Martin, dominant l'homme, lui lança un regard furieux jusqu'à ce qu'il aperçoive le pistolet chromé. Une seconde plus tard, il entendit un bruit fort avant de se réveiller à l'hôpital après une opération. Au cours de l'année écoulée, Pierre a été rempli de haine et avait besoin de vengeance pour la façon dont Martin avait ruiné sa vie. Il ne pouvait pas supporter le fait d'avoir été ridiculisé en public, rejeté par toutes les femmes et de ne plus pouvoir trouver de travail. L'humiliation était plus qu'il ne pouvait supporter et il engagea un détective privé pour obtenir des informations sur Martin. Lorsqu'il apprit à propos de leur dîner, il lança son plan. Se procurer une arme à feu dans la rue était facile. Attendre à l'extérieur du restaurant était excitant car il était sur le point de se venger. Lorsqu'il les vit sortir ensemble, il s'aligna parfaitement et percuta le grand homme pour le forcer à s'arrêter. Il vit le regard malveillant de l'homme sur lequel il allait se venger. Pierre plongea son regard dans les yeux de Martin jusqu'à ce qu'il soit sûr que Martin l'avait reconnu, puis tira en le touchant droit dans l'estomac pour une douleur maximale et une mort lente. Justine hurla en voyant Martin s'effondrer au sol et essaya d'arrêter le saignement en criant une ambulance. Pierre s'enfuit mais ne put aller loin car la police le retrouva dans l'heure suivant les indications de Justine sur l'identité du tireur. Il fut emmené en chirurgie et la balle fut retirée mais ils ne purent arrêter le saignement. 3 heures plus tard, le chirurgien sortit et dit à Justine que tout était incertain. Avec des transfusions sanguines, Martin reprit conscience où Justine put être avec lui pour ce qui s'avéra être leur dernière fois ensemble. Elle le tint et l'embrassa tendrement en lui chuchotant à l'oreille. « Je t'aime tellement, s'il te plaît ne pars pas, je ne peux pas vivre sans toi. J'ai attendu 1 an pour te retrouver et je ne te laisserai pas me quitter à nouveau. » Martin ouvrit les yeux, sourit et avec la force qui lui restait, chuchota « Moi aussi, je t'aime Justine. » Lorsque leurs yeux se rencontrèrent, elle sentit son cœur se briser en sachant que le seul homme qu'elle avait jamais aimé allait partir. Dans son esprit, tout était de sa faute et la culpabilité la déchirait de l'intérieur. Elle embrassa ses lèvres et le serra dans ses bras alors que des larmes roulaient sur son visage. La dernière chose dont Martin se souvenait avant de partir était le goût de ses douces lèvres et de ses chaudes larmes sur son visage. La seule bonne chose de cette journée était que Martin est parti avec un sourire et était complètement calme. Lorsqu'elle rompit le baiser, elle réalisa qu'il était parti. Son homme, son amour, son roc, sa raison de vivre venait de partir. Elle s'effondra sur lui en le serrant dans ses bras et en sanglotant de manière incontrôlable alors que son père se tenait à proximité en lui caressant l'épaule. Elle cria « Marty, je suis tellement désolée, je t'aime tellement, s'il te plaît pardonne-moi, je t'aimerai toujours mon chéri. » Elle ne pouvait pas le laisser partir et il n'y avait pas un œil sec dans la pièce. Après quelques minutes, 2 infirmières l'ont éloignée de Martin et lui ont donné un sédatif pour la calmer. 6 mois après les funérailles et après un long procès public, Pierre a été reconnu coupable de meurtre au 1er degré. Parce que c'était prémédité, il a été condamné à perpétuité. L'État voulait la peine de mort, mais le juge a rejeté la demande. Tout le luxe et la renommée qu'il avait autrefois appréciés étaient maintenant du passé et il passerait le reste de ses jours à la blanchisserie de la prison avec seulement 1 heure d'air frais par jour. En raison de son arrogance et d'avoir envoyé cette photo à Martin, sa merveilleuse vie s'est transformée en enfer. Les médias et Hollywood lui ont tourné le dos et se sont retirés de tout soutien qu'il avait précédemment. Le père de Peter Martin est décédé 1 mois après la mort de son fils. Le poids de cet événement terrible a eu raison du vieil homme. La femme de Peter, Millie, a vécu encore 5 ans et s'est assurée que l'entreprise et l'héritage de son mari continueraient d'exister. Elle a vendu l'entreprise aux employés en veillant à ce que la société prospère après son départ. Juste après la mort de Martin, Justine a vendu la maison et a emménagé dans l'appartement de Martin, ce qui lui donnait un sentiment de proximité avec l'homme qui avait perdu la vie à cause des événements de ce week-end fatidique. Justine a confié son entreprise de danse à Carmela et a passé les 5 années suivantes en recluse, pleurant sa perte et les événements qui ont conduit à un tel chaos. Elle maudit Pierre pour avoir ruiné sa vie 2 fois et le seul moment où elle a souri était quand elle a appris sa mort en prison. L'amour arrive parfois comme un rêve et s'en va comme un cauchemar. Abonnez-vous à notre chaîne pour que votre deuxième moitié ne vous trompe pas et allez écouter la prochaine histoire car cette histoire n'est rien comparée à la suivante.
Si vous avez moins de 18 ans, ne pensez même pas à écouter la suivante. Écoutez la suivante.